Pour notre Zoom du jour, je reçois Martin Pelletier. Bonjour monsieur. Bonjour. Martin Pelletier, vous êtes journaliste indépendant. On peut dire ça. J'ai quand même une crèche en ce moment, c'est Rivarol. Puis j'en ai d'autres, mais c'est dans la presse bourgeoise, alors ça ne se dit pas. Quelle horreur. Bon alors, Martin Pelletier est aujourd'hui venu sur notre plateau pour nous présenter le deuxième tome de son travail, L'Empire Arc-en-Ciel, aux éditions Dieu. Dieu. Donc c'est le deuxième tome. Le premier était La Révolution Arc-en-Ciel en marche. Aujourd'hui, c'est donc l'Empire Arc-en-Ciel. Cet Empire Arc-en-Ciel, Martin Pelletier, cette révolution polymorphe en marche, cette révolution des Bernard l'Ermite, ce sont vos mots. Qu'est-ce que c'est ? Alors, quand on regarde l'actualité, beaucoup de gens mettent des mots dessus. Crise, invasion, hyperlibéralisme, etc. Je pense que quand on regarde en bloc, et justement ces manifestations que vous avez justement dit polymorphes, on se rend compte qu'il y a derrière un projet, une révolution qui est dans le droit fil de révolutions antérieures, et qui cette révolution, pourquoi je l'ai appelée arc-en-ciel ? Alors arc-en-ciel, parce qu'il y a actuellement 3 principales subversions qui sont en synergie et qui toutes arborent le même drapeau, arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, c'est un très beau symbole. C'est à la fin à la fin du déluge, Dieu le Père passe avec les hommes une espèce d'accord, un pacte, par l'arc-en-ciel, précisément, c'est le symbole. Mais ces drapeaux arc-en-ciel sont des drapeaux subversifs qui inversent le symbole. Et alors, le premier, il est très connu. Les gens ont pensé, je pensais à ça, c'est le drapeau LGBT, tout ce que vous voulez. X, Y, Z, ils en ont rajouté plein. Voilà, qui est à la fois l'espèce de subversion du genre, et également, j'inclus là-dedans le féminisme. Bon, donc ça, ils prennent ce drapeau, c'est leur drapeau. Mais il n'y a pas que qui prennent ce drapeau. Le Rainbow Warrior, ça veut dire le guerrier de l'arc-en-ciel, donc les écolos ont aussi pour drapeau le drapeau arc-en-ciel. C'est la deuxième grande subversion, par le climat notamment. Et puis il y a la troisième subversion qui est celle de, du vivre ensemble antiraciste. C'est la nation arc-en-ciel, encore une fois, de Nelson Mandela. Ces 3 subversions sont en synergie. Ils ont, si on regarde les choses, les mêmes militants, on fait une très grande porosité des militants, une très grande porosité des méthodes et une très grande porosité de l'idéologie. Donc il m'a semblé tout à fait logique et normal d'appeler ça la révolution arc-en-ciel. L'idéologie du genre, l'idéologie écologique et l'idéologie antiraciste. Voilà, les 3. Les 3 qui sont en fait 3 manières de subvertir le monde traditionnel, le monde des nations, le monde des familles. On voit comment c'est, et le monde des religions normales. Alors, dans le premier tome, comme vous dites, parce qu'effectivement c'était conçu pour être un seul livre au départ, puis c'était coupé pour des raisons un peu techniques. Et dans la révolution arc-en-ciel, j'ai un peu décrit quoi. J'ai répondu à la question quoi. Et dans le deuxième tome, l'Empire Arc-en-Ciel, je réponds à la question comment. C'est-à-dire quels sont les piliers de l'arc-en-ciel, quelles sont les institutions. Alors je parle évidemment beaucoup de l'ONU, je parle des juges, etc. Mais ça on en parlera plus tard. Alors on va justement en reparler, Martin Pelletier. J'aimerais qu'on parle un petit peu d'actualité. Est-ce que vous voyez un lien entre cet empire arc-en-ciel et l'actuelle crise sanitaire qui touche le monde et également la crise économique qui va s'en suivre? Oui, tout à fait. Certaines personnes, quand on a vu le Covid arriver, quand on a vu les frontières se fermer, des gestes barrières, etc., se sont dit chic, en fait, c'est le retour de la réalité
Et ça peut avoir pour conséquence le retour des nations. Mais je crois que cette façon de voir est très optimiste et très naïve. Parce qu'en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est une formidable avancée de l'Empire arc-en-ciel. Je ne m'intéresse pas tellement à savoir exactement ce que c'est que le Covid-19, comment il est venu, pourquoi... Ça ne m'intéresse pas. Enfin, par méthode, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir à quoi il sert actuellement. Et il faut le replacer. Je l'avais d'ailleurs annoncé, en quelque sorte, dans le premier tome qui était paru en octobre 19, où j'avais fait le chapitre 10 sur l'utilisation des pandémies. L'utilisation des pandémies depuis maintenant 2003, ça fait la 8e, par laquelle l'OMS et le système mondialiste, l'ONU, disons, tentent à établir la gouvernance mondiale. Alors, chacun se souvient de l'article d'Attali en 2009 dans l'Express où il disait bonne pandémie, ça nous apportera mais il n'est pas le premier. L'occasion de créer ce gouvernement mondial. Margaret Chan a dit la même chose, l'ancienne directrice générale de l'OMS, et bien d'autres. Il y a comme ça c'est pas un complot, une progression de l'utilisation des pandémies, mais pas seulement des pandémies. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la Révolution et l'Empire avancent par le gouvernement de la peur. Alors, il y a la peur du terrorisme, il y a la peur des pandémies, et il y a la peur, évidemment, que le ciel nous tombe sur la tête, le climat, le réchauffement du climat. Tout ça, ce sont des peurs qui sont en grande partie fantasmées. Je ne dirais pas qu'elles sont complètement fantasmées. Pour le climat, oui, c'est fantasmé. Pour le Covid, évidemment, il n'y a pas que l'extrême droite qui surfe sur les peurs. C'est très à la mode, ce terme. Au contraire, c'est l'extrême droite, elle, ne surfe sur les réalités, alors que c'est le système, c'est la révolution qui surfe sur les peurs. Alors, vous avez évoqué certains de ces inspirateurs de l'Empire. Monsieur Attali, cette femme de l'OMS, oui. Qui sont-ils, les autres ? Alors, ce dont je me suis persuadé en les regardant de près, parce qu'on a parlé de Koudenov-Kalergi, c'est un diplomate autrichiano-japonais de l'entre-deux-guerres. D'autres, on peut penser à Jean Monnet, l'homme qui a négocié... Le père fondateur de l'Europe, qui a aussi quand même, qui avait pensé à faire une union entre la France et l'Angleterre en 1940. Il y a bien d'autres personnes comme ça, mais on se rend compte que ce sont plutôt des aventuriers que des penseurs. Même Soros, par exemple. Vous vous souvenez de la phrase de Soros ? Bon, il a gagné quelques milliards en spéculant. Dans les années 90 sur la livre. La livre et sur la lyre. Hein, c'est un spéculateur. Comme il y en a peut-être en train de faire pareil aujourd'hui, on ne sait pas où d'ailleurs. Peut-être, oui, ça je ne sais pas. Je ne suis pas au courant. Mais ce qu'il avait très clairement dit quand il était jeune homme, je veux gagner assez d'argent, ça c'est fait, pour être écrivain et philosophe. Et c'est ça sa véritable fonction. Le problème n'est pas l'argent. Il y a des gens qui ont de l'argent, d'autres qui n'en ont pas, mais c'est l'argent utilisé par les plutocrates pour prendre le pouvoir, c'est-à-dire pour imposer leur idéologie et leur morale philanthropique. Voilà. La philanthropie, c'est l'amour des autres, c'est s'occuper des autres. Voilà, et faire leur bien. Mais ouais. Il n'y a pas que... Contre leur volonté, parfois. Bien sûr, quand on fait le bien, on casse quelquefois des œufs, puisque c'est pour faire le bien. Je viens de penser à Soros, mais j'aurais pu aussi penser à un monsieur qui s'appelait Strong, qui est mort, qui était le père de l'écologie pratique. C'est lui qui a organisé la conférence de Stockholm en 72 et celle de Tokyo en 92, et c'est lui qui a lancé le concept de développement durable, etc., etc. C'est à la fois un richissime propriétaire de pétrole et en même temps un socialiste mondialiste. On peut également parler de M. Rettinger, il y en a à l'appel. Il y en a à l'appel, Sutherland, celui qui était à la fois à l'OMC, à la Commission européenne, partout. Voilà. La famille Huxley aussi, exactement. L'un des représentants de cet empire arc-en-ciel pour vous, Martin Pelletier, c'est l'Union européenne, qu'on a beaucoup de mal à voir en ce moment, ou en tout cas dont on a du mal à voir l'utilité, que vous qualifiez de prototype bureaucratico-soviétoïde
quel rapport avec l'Union soviétique? Ce n'est pas moi qui établis ce rapport. D'abord, c'est Gorbatchev qui a félicité en 2002 l'Union européenne d'être ce qu'elle était. Et ensuite, dans l'autre sens, c'est Boukowski qui, en 2005, est arrivé à Bruxelles et qui a tétanisé ces pauvres démocrates chrétiens en leur disant: j'ai vécu votre futur et ça n'a pas marché. Donc, elle est vraiment constituée comme une bureaucratie qui d'ailleurs, qui compte pas les poils de grenouille, mais qui mesure la courbure des poires conférences. Tout, c'est un totalitarisme très pratique, celui de l'Union européenne. Et elle a plus de pouvoir, par exemple, que le gouvernement fédéral américain sur les États. Hein. C'est terrible ce qu'elle peut faire. Bon, cela dit, actuellement, elle est en train de prendre du plomb dans l'aile. Je crois que les Italiens ne sont pas très contents d'elle, et d'autres. Alors ça suscite un espoir chez certains, encore une fois. Mais je ne crois pas qu'il faille être aussi naïf que cela. Quand une voie ne fonctionne pas très bien, il y a des voies de rechange. Je suis persuadé, par exemple, que le Brexit, ce brave Johnson, il n'est pas désagréable, il est gentil, il a des cheveux comme ça, c'est très très bien. Mais il n'ira pas plus loin, il n'empêche pas l'immigration pakistanaise, il ne change pas la charia, il n'a pas... Sadiq Khan est toujours maire de Londres. Je crois que le Brexit est une façon de lâcher une soupape. De la même façon, si l'Union européenne prend un peu de plomb dans l'aile, ça ne freinera pas... Vous n'êtes pas un admirateur de M. Johnson? Je vais vous dire... Beaucoup des conservateurs en France ou dans le camp national admirent le Premier ministre britannique pour ce qu'il a fait, mais vous le rangez dans le même tiroir que les Obama, Macron et Merkel. C'est pas tout à fait le même tiroir. Si vous avez les gentils, les vrais gentils de chez gentils, taillés dans la nouille, Obama, justement, Merkel, Macron, et ce sont des préfets de l'Empire. Ils font exactement ce qu'on leur dit de faire, et ils sont ce sont des socialistes d'inspiration d'ailleurs, et oui, Merkel aussi, elle, c'est comme une ancienne de la Stasi. Donc, cela, c'est les gentils qui disent le bien. Et puis alors, vous avez ce que j'appelle les faux méchants. Et la voiture balai, vous dites. La voiture balai pour Trump, Poutine, Johnson, pour ramasser Bolsonaro. Ceux qui sont pas contents. C'est vrai que beaucoup de gens disent ça marche pas, ce multilatéralisme, ça marche pas. Alors, il y a les autres qui sont là pour ramasser. Alors, on a un peu parlé de Boris Johnson, mais parlons de Poutine, qui est apparemment, en apparence, de loin le mieux. Il n'a pas les coups de gueule un peu erratiques de Trump. C'est un type qui tient sa baraque, il la tient très bien. Il combat le terrorisme en Syrie. Il fait beaucoup de bonnes choses. Il a refait un État russe qui n'existait plus. Enfin, on mange à sa faim en Russie, ce qui n'était pas le cas en 98, etc., etc. Je dis donc, je ne dis pas Poutine est un incapable. Je dis simplement que si on regarde les choses au bout du bout, eh ben, il sert quand même l'Empire. Notamment, par exemple, j'ai plus la citation, mais je l'avais évidemment quand j'ai écrit, en 2008, il a été à une conférence économique, je crois que c'était, je voudrais pas te dire de bêtises, il me semble que c'était Helsinki, mais peut-être pas du tout, et où il a repris le credo du libre-échange. De la même façon, sur une question qui est assez importante parce qu'elle elle en verrouille d'autres. Sur la question de la Seconde Guerre mondiale, il a un credo tout à fait arc-en-ciel. Vous voyez, sur les choses importantes, il fait la petite genuflexion qui est nécessaire. Donc il sert quand même, et puis malgré tout, le terrorisme par exemple. Le terrorisme, c'est quelque chose qui sert énormément au système. Il sert notamment à toutes les lois liberticides ici et là. Hein, bon. Et le terrorisme, si on avait un système de défense sérieux, je pense pas que ça durerait très longtemps. Hein. Le terrorisme a été... je ne dirais pas causé, peut-être pas, mais en tout cas encouragé par certains services. Bon, donc Poutine, lui aussi, avalise cet épouvantail, si vous voulez. Donc, il fait partie du système, même si, à bien des égards, il paraît opposé.
Vous abordez également, Martin Pelletier, dans cet ouvrage fort intéressant, l'influence des francs-maçons. Vous distinguez ceux du continent type Grand Orient et ceux à l'anglo-saxonne. Que leur reprochez-vous à ces braves francs-maçons? Alors, si on devait commencer à faire l'analyse de la franc-maçonnerie, ça nous mènerait très loin. Ça vous faudrait une série de 4-5 émissions. Hein. Mais puisque vous faites vous avez relevé une opposition entre le type Grand Orient... Ceux du continent et ceux des îles. Voilà, et ceux des îles. De l'eau, de la mer. De la mer. C'est qu'ils ont vis-à-vis de ce qu'on appelle la diversité, une approche totalement différente. Au Canada, vous avez ou même aux îles britanniques, vous avez des policières musulmanes voilées. Ce que le Grand Orient et les francs-maçons français n'acceptent pas. Il y a la République une indivisible, tout le monde soumis au même système. Donc, voilà, là, vous avez une tradition, si vous voulez, qui est impériale. On a des communautés, et chacun fait comme il veut, et une tradition qui est française, et d'ailleurs assez continentale, belge aussi, là, qui est romaine. On respecte un petit peu et tout le monde a la même chose. Et si j'ai le temps de le dire, Sarkozy, lui, quand il était au pouvoir, a pris très clairement position en faveur du système anglo-saxon. Quand il a parlé de laïcité positive, d'ailleurs quand il a créé le Conseil français des institutions musulmanes, voilà, il a pris vraiment position pour le système anglo-saxon. Ce qui n'est pas le cas. Alors, avec Hollande, on ne sait jamais, parce qu'on ne pense pas qu'il pensait. Et avec Macron, c'est pas clair. Parce que vous avez vraiment aussi chez les féministes des gens qui pensent de la même façon. C'est la petite Rokhaya Diallo ne pense pas comme Elisabeth Badinter. Hein. Donc là, on a vraiment une lutte d'influence. Cet empire arc-en-ciel s'appuie, selon vous, sur deux jambes, le mondialisme de la croissance et l'altermondialisme de la solidarité responsable. Expliquez-nous un petit peu ces notions. C'est-à-dire que certains pensent à tort, que la révolution arc-en-ciel n'est pas tellement importante, mais ce qui est important, c'est l'esprit du gouvernement mondial, et certains pensent que l'argent a un rôle tout à fait moteur dedans, et que finalement c'est une histoire de grand capital. Hein, c'est l'analyse classique marxiste. Or, c'est totalement faux, parce que si ceux qu'on appelle altermondialistes du Forum de Porto Alegre, etc., sont tout aussi mondialistes, tout en étant parfaitement socialistes. Cette opposition dialectique fait avancer le schmilblick. Les uns font avancer le schmilblick de la même façon que les autres. C'est pour ça, par exemple, qu'actuellement, on dit, oui, mais alors là, qu'est-ce qui se fait ? On va perdre 10% du PIB. C'est pas normal. Il y a une contradiction. Pas du tout. Ça fait longtemps qu'on perd énormément d'argent. Toute l'affaire de ce qu'on appelle du climat, les taxes carbone, etc., ça a été une perte d'argent phénoménale et un transfert de technologie et d'argent phénoménal entre le Nord et le Sud. Donc cette perte d'argent est déjà en cours. Elle est programmée. Le mondialisme, ce qu'on appelle le mondialisme, n'est pas une espèce de prolifération un peu folle de l'économie du Nord, c'est au contraire une régulation d'inspiration socialiste avec une péréquation des richesses. Et c'est pour ça que les uns prennent la pole position à un moment donné et le lendemain c'est l'inverse. Ils marchent sur deux jambes. Vous évoquez aussi l'immigration de masse et vous relevez ce fait tout à fait intéressant, comme quoi les pays comme la Chine ou le Japon sont toujours épargnés par cette idéologie antiraciste et cette immigration de masse. Expliquez-nous pourquoi. Mais je crois, je vais faire un tout petit peu d'histoire. L'immigration de masse, ce qu'on peut dire l'invasion d'ailleurs, n'est absolument pas due à un différentiel, ce qu'on appelle la pression démographique. L'invasion de l'Europe a été décidée, il n'y a qu'à voir les premières lois, le décret Gors sous Pompidou de 73, les lois Giscard de 74, a été décidée alors que l'Afrique, il y avait à l'époque je n'ai pas les chiffres, mais je les donne, 1,4 Européens pour un Africain.
Aujourd'hui, il y a, je ne sais pas combien d'Africains pour un Européen. Donc la décision d'invasion a été prise bien avant. On a décidé de faire envahir un continent plein, parce que l'Europe est un continent très plein. La proximité de l'Europe avec l'Afrique n'a rien à voir avec tout ça. Absolument pas. Parce que quand vous allez chercher des Tamouls ou des là, ils sont pas proches de l'Europe. Il y a une décision, mais elle est clairement visible dans les dates. À l'époque, vous avez encore, quand la décision est prise et quand elle commence à prendre effet, le taux de reproduction de la femme française, enfin, l'indice de fécondité synthétique, est de 2,1. Ça veut dire que la population se maintient, elle croît un peu même. Donc, nous n'avons pas choisi une solution parce que nous étions déficients ou parce que nous n'étions pas assez nombreux. Pas du tout. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, alors, c'est un des derniers chapitres. Je pense, alors là, c'est une question politique et plus que politique, spirituelle. Je pense qu'il y a dans l'idéologie arc-en-ciel, une haine particulière de l'Europe chrétienne et qui se manifeste par son invasion. Ce qui fait effectivement que le Japon, la Chine, l'Arabie Saoudite ne sont pas soumis à de telles injonctions, en dehors du fait que la Chine se défendrait, mais qui ne sont pas l'objet de la même haine. Et vous allez même au-delà, vous dites que la chrétienté est donc l'ennemi de cet empire arc-en-ciel, vous dites même que c'est le catholicisme. Pourquoi le catholicisme est l'ennemi ? C'est l'antithèse de l'Empire, le catholicisme ? Oui, parce que c'est quand même, comme son nom l'indique, le catholicisme est universel. Hein, mais c'est un universalisme. Et l'Empire, il est impérial. Il est aussi universel aussi, donc c'est évidemment... C'est des universalismes tous les deux. Deux universalismes qui ne sont pas compatibles. Parce que, évidemment, c'est pas le même Dieu. Alors là, il faudrait revenir au premier tome, d'ailleurs je conseille d'acheter les deux, pour montrer en quoi la révolution en cours est avant tout une révolution spirituelle. Et donc, il y a dans l'Empire arc-en-ciel une spiritualité et un ensemble de sentiments, un complexe de sentiments qui sont très opposés au catholicisme. Il faut désapprendre ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que le politique, l'économique ne suffit plus pour expliquer la réalité, mais c'est le théologique, le religieux, le spirituel. Absolument. Vous l'avez dit, je n'ai pas le répété, je l'aurais répété moins bien, donc c'est très bien dit. En matière religieuse, à ce propos, vous en parlez de l'islam. Et c'est vous qui posez cette question. À quoi sert l'islam, religion noachique, contre-pied de l'humanisme maçon ? Qu'est-ce que ça veut dire d'ailleurs, noachique, la religion noachique ? Alors, il faut bien distinguer deux choses. L'islam, avec ses brutalités, avec son caractère un peu... ancien, sert de repoussoir évident, notamment le terrorisme islamique. Tout ça sert de repoussoir, ou bien les pratiques comme l'excision. L'islam est montré du doigt. Vous voyez donc, l'islam c'est pas bien, et ça sert donc à mettre en valeur les pratiques et la pensée humaniste maçonne. En même temps, la maçonnerie est en train d'essayer, par l'intermédiaire de gens comme Mohamed Ben Salman en Arabie ou de Mohamed VI au Maroc, est en train de mettre en place ou de suggérer une sorte de Vatican II d'islam. Et à ce moment-là, l'islam, ce nouvel islam, comme d'ailleurs le nouveau catholicisme du pape François... L'islam cool. Voilà, l'islam cool et le catholicisme Pachamama, tout ça pourrait déboucher sur une sorte de syncrétisme. Et si je parle de religion noachiste, c'est que cette nouvelle religion d'humanité, dans un
façon de voir qui a été définie au XIXe siècle par quelqu'un comme Darmstädter ou un autre comme Ben-Amosei, c'est-à-dire des penseurs juifs, l'humanité pourrait être conduite par une religion simplifiée, syncrétiste. Noachique vient de Noé, tout simplement, tandis que les meneurs ou les chefs seraient, eux, plutôt mosaïques. Et c'est une religion qui ne laisse plus du tout de place à la démocratie. Martin Pelletier, c'est ma dernière question. La démocratie... Le projet démocratique. Oui, mais là, je vais sortir un joker parce que c'est trop compliqué de définir la démocratie. Voilà. Actuellement, une certaine forme de démocratie, ou du moins de cri du peuple, peut être utile de temps en temps. Et ce cri du peuple, qu'on appelle aujourd'hui populisme, précisément, évidemment, il s'agit de le faire taire, puisque ça serait la continuation de ce que nous sommes, et c'est précisément ça qu'il faut éviter. Détruire. Martin Pelletier, c'est un ouvrage passionnant, L'Empire arc-en-ciel, je le disais donc, tome 2 de La Révolution arc-en-ciel en marche. On peut commencer par lui, on peut lire dans les deux sens. Alors, je préfère qu'on lise dans l'ordre, parce qu'il ouais. faut d'abord essayer de voir quoi avant de dire comment. Voilà. On peut commencer, on peut aussi se mettre sur la tête, mais tout va bien du moment qu'on lit. Merci Martin Pelletier d'être venu sur notre plateau. Merci à vous.